BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire cette semaine. L'année 2023 a été fatale au secteur du prêt-à-porter. Nombreuses sont les enseignes qui ont dû baisser le rideau. Pinky, Naf, Camaïeu ou encore Burton of London. Alors, quelles sont les causes profondes des difficultés du secteur? Quels leviers les marques ont-elles à disposition pour sortir de ce marasme? Les professionnels ont meilleur espoir pour 2024 et de jeunes pousses viennent compléter l'offre existante. Pour en parler en plateau, mes invités, Patrick Seguin, il est CEO du groupe Damartex. Lily Wu, elle est cofondatrice de la start-up Flotte. Et notre expert cette semaine, Jean-Christophe Darcheville, il est directeur général d'Altavia Retail. A tout de suite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Les marques patrimoniales comme Damar avancent avec une force certaine qui s'avère être aussi leur faiblesse. La force, c'est le nom, forcément, la notoriété et la faiblesse, le nom aussi et l'histoire glorieuse. Patrick Seguin, bonjour, heureuse de vous accueillir à ce micro. Bonjour. Vous êtes CEO du groupe Damartex, à mes côtés également Jean-Christophe Darcheville, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Altavia Retail. Alors ce genre de problème, Patrick Seguin, toutes les marques fortes qui ont une certaine ancienneté ont dû s'y confronter. Elles ont soit déjà réglé ou doivent encore le régler. Comment être ancien et moderne à la fois? Il faut assumer ses racines. Vous avez raison. Damar a été créé il y a 70 ans à Roubaix. C'est une vraie marque patrimoniale française qui appartient à une famille française, présente aujourd'hui dans pas mal de pays. Et tout le défi que nous avons au quotidien, c'est de constamment rester dans l'air du temps, de rester moderne. C'est un projet qu'on a initié il y a maintenant près de 10 ans. Et au quotidien, on continue à travailler sur l'expérience client, sur la qualité du produit, pour rendre cette marque en phase avec les attentes de ses clientes. Et ça se traduit évidemment par l'innovation du textile. Vous l'avez dit, Damar, c'est une marque donc née en 1953 à Roubaix. C'est alors que les frères Despatures mettent au point Thermolactyle, le premier textile intelligent qui protège contre le froid. Ensuite, le Climatil qui empêche les coups de chaud et Evolutil qui gomme les chocs thermiques ont suivi plus récemment. L'innovation, c'est une question de survie, de différenciation pour Damar. C'est pas une question de survie, c'est l'ADN de la marque qui a été créé en effet il y a pas mal d'années. Et depuis le tout début, le produit est au cœur. La spécificité de la marque Damar, c'est une marque produit et distributeur. Nous avons la spécificité d'être complètement intégrés de la création du produit avec nos équipes R&D à la production. Nous avons notre propre usine pour les thermolactyles, à la distribution multicanale. Et au travers de cette chaîne de valeur entièrement intégrée, l'innovation est au cœur. Le thermolactyle a été inventé il y a 70 ans, il a beaucoup évolué. La gamme est très large aujourd'hui, avec un vrai biais vers le recyclé. À partir de l'hiver prochain, près de 100% de la gamme thermolactyle sera à base de fibres recyclées. On continue à inventer et à créer de nouveaux produits, comme en effet le Climatil et l'Evolutil, à l'écoute de nos clientes. Mais l'innovation ne se limite pas aux produits, elle se limite également à l'expérience d'achat, et j'y reviendrai. Est-ce que toutes ces recherches, elles ne pèsent pas lourd sur le prix de vente? Est-ce que c'est encore possible de vendre à un prix abordable tout en étant à la pointe de l'innovation? Parce que vous travaillez avec de grands laboratoires comme le CNRS, l'école d'ingénieurs de Roubaix, ou encore le CETI, le Centre européen des textiles européens. C'est certain qu'un produit, un thermolactyle Damar, ne coûtera pas 3 € importé de Chine par avion la nuit d'avant. C'est un produit qui est travaillé en amont avec une fibre qui coûte cher. On a 4 ingénieurs textiles qui travaillent sur la création du produit. Donc le produit en effet a de la valeur, mais il est surtout de très très grande qualité. Nous testons nos produits auprès des meilleurs. Depuis des années, nous sommes partenaires de l'école de ski français. Nous travaillons avec l'armée française. Nous équipons la patrouille de France. C'est un peu comme si les produits Damar Sport étaient la Formule 1 pour Renault à l'époque. C'est la capacité pour nous de tester la qualité de nos produits. Et en effet, ils ont un prix, mais ils ont surtout une vraie valeur. Dans un monde aujourd'hui où on parle de durabilité du produit,
un produit Damar, il va tenir des années et des années. Moi, personnellement, j'ai rejoint le groupe il y a une quinzaine d'années. J'avais encore chez moi des produits thermolactiles que ma maman m'avait achetés il y a 40 ans. Vous équipez, vous l'avez dit, l'école de ski française, aussi les pilotes de la patrouille de France ou encore la police belge. À moins de 100 jours, là, on est bientôt au JO de Paris. Est-ce que la gamme évolue-t-il, climat-il, peut servir pour des compétitions ? C'est une bonne question. Je ne saurais pas vous dire si la police française ou le GIGN va être équipé de nos produits pour les JO. Par contre, on travaille en forte proximité. Pour les athlètes ? Pour les athlètes, surtout sur les athlètes des JO d'hiver. On a eu des forts partenariats dans le passé avec des gens comme Vincent Vitos qui nous ont accompagnés dans le développement du produit. Et on revient à cet ADN de la marque. Un retailer, une marque produit, elle part de son client, elle l'écoute pour comprendre le besoin et définir un produit qui répond vraiment à un besoin. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Alors Damar a réalisé un chiffre d'affaires de 403 millions d'euros pendant l'exercice 2022-2023. Les ventes pendant le deuxième trimestre de l'exercice 2023-2024, soit d'octobre à décembre 2023, ont enregistré une chute de 13,1% par rapport à la même période de 2022. C'est pourtant en hiver, non, que vous réalisez votre meilleur chiffre d'affaires ? C'est un bon point. Depuis les chiffres que vous avez, on a publié notre T3 qui se termine à fin mars et les chiffres sont certes toujours en négatif mais à moins 5%. Donc le sentiment que nous avons, c'est qu'on vient de passer une période très difficile pour toute la distribution. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. On a l'impression d'avoir passé le coin, comme les Anglais le disent. Et on a une tendance qui est meilleure. Maintenant, c'est vrai que la dépendance à l'hiver pour nous est très spécifique. Or, vous le savez, la vague de froid a eu lieu en janvier cette année. Oui. Pas en novembre et en décembre. Et en janvier, on fait des plus de 25%. Est-ce que ces chiffres s'expliquent aussi du fait du contre-coup de la crise de l'énergie en hiver 2023, où c'est vrai qu'on voyait Bruno Le Maire s'afficher en col roulé, oui. Il indiquait aux entreprises de mettre le thermomètre à 19 degrés dans les bureaux. Est-ce que ça vous a fait de la publicité ? Certainement. À l'époque, il y a un comparatif par rapport à l'an dernier, on a eu ça. Maintenant, je veux mettre les choses en perspective. C'est vrai qu'on associe la marque Damar au sous-vêtement. Le sous-vêtement, pour la marque Damar, c'est 22% du chiffre. Le reste, c'est du prêt-à-porter, avec du pantalon, avec du haut, avec de la grosse pièce, avec de la chaussure. Vous faites même des chaussures, j'ai vu. On fait tout à fait, on fait des chaussures. Et donc, le ralentissement du marché textile que tout le marché a connu depuis maintenant un an, il est plus dû à l'inflation, à la pression sur le pouvoir d'achat, à la peur de l'avenir et à un changement de consommation dans le chef de nos clientes. Maintenant, on a le sentiment d'avoir passé le coin et ça va beaucoup mieux. Est-ce que le vêtement thermolactile, comme on le connaît, est-ce que ça peut être une victime collatérale du réchauffement climatique ? Est-ce qu'un jour, évolue-t-il et climat-t-il ? Est-ce qu'ils vont prendre le dessus ? Sur le sujet du réchauffement climatique est un vrai sujet qu'on prend vraiment à bras-le-corps en interne depuis très longtemps. On ne s'est pas réveillé il y a 2 ans. On a une équipe RSE depuis plus de 10 ans maintenant. Mais est-ce que ça va changer la manière dont on s'habille ? Je crois que sur le court terme, probablement pas directement. Il y aura toujours des périodes froides, des périodes mouillées. On l'a senti ici depuis quelques semaines. Il fait très humide. Il faut s'équiper également en conséquence. Et l'évolutil auquel vous faisiez référence est un produit qui fait des très bons chiffres pour l'instant parce qu'il permet, quand on fait qui permet de gommer les chocs thermiques. Les chocs thermiques, le matin, on attend au RER, il fait plus frisquet, et puis on arrive au bureau, il fait meilleur. Avec un produit comme l'évolutil, on peut être bien dans ses peaux, quelle que soit la température. Alors, Damar possède 150 magasins en Europe, 96 en France. Disons que cette tendance baissière, elle est aussi liée à la chute de fréquentation dans vos magasins. Est-ce que c'est pour cette raison que vous souhaitez aussi passer de 20% à 30% de vente en ligne ? Alors, Damar, la baisse est plus ciblée sur la vente par correspondance. Pour le mettre en perspective, Damar, aujourd'hui, en France, c'est environ 250 millions de chiffre d'affaires. Vous avez raison, c'est plus de 400 millions au niveau européen. Et en France, on est assez équilibré, avec environ 25% en e-commerce, 30% en magasin, 30% en vente par correspondance traditionnelle. Et on est également présent sur WeMarketplace. Donc on a un modèle qui est raisonnablement omnicanal. Et la baisse des chiffres, pour l'instant, pour nous, elle est davantage ciblée sur la vente par correspondance traditionnelle, qui est un modèle qui diminue chaque année. Nous envoyons encore aujourd'hui des catalogues, nous recevons des chèques tous les jours, des clientes les plus âgées de notre fichier, mais le ralentissement, il est plus de ce côté-là, parce que la clientèle évolue et se porte beaucoup plus vers le digital et vers les magasins. Alors, je suis désolée, mais c'est vrai, quand je pense à Damar,
Je pense forcément aux sous-vêtements de nos grands-parents. Je pense que c'est un peu ancré dans l'image collective. Mais vous l'avez dit, vous vendez une mode confortable vraiment pour toute la famille, vêtements hommes, enfants, linge de maison, aussi des chaussures. Peu de marques sont à ce point entrées aussi d'ailleurs dans le langage courant. Mais pour rajeunir l'image, il y a encore des efforts de communication à faire pour échapper à ce symbole du leader de la silver economy. Vous pensez pas? Alors c'est une remarque intéressante. Je me rappelle être venu sur ce plateau il y a près de 8 ans et un de vos collègues m'avait dit « Mais Monsieur Seguin, Damar, c'est pas un peu ringard ?» Et j'avais répondu à l'époque « Certes, il y a du taf, comme vous dites en France. On a beaucoup travaillé. » Et en effet, le mot que j'ai essayé de bannir en interne, c'est le mot « rajeunir » pour le traduire en mot « moderniser ». La cliente de 60 ans aujourd'hui, elle est très, très différente de sa mère au même âge. Elle travaille, elle voyage, elle a du pouvoir d'achat, elle fait du sport, elle fait de la rando, elle va en croisière, elle est résolument moderne. Et notre défi, c'est d'être en phase avec la cliente de 55-60 ans, même si le thermolactyle, en effet, s'adresse à toutes les générations. Et pour faire ça, il faut communiquer. On est en télévision chaque année, depuis maintenant 3 ans, avec des campagnes assez modernes. On travaille beaucoup avec des influenceurs. On fait des collabs, on a fait Rouge, on a fait le slip français récemment. Donc on va continuer à être présent dans le quotidien des Français et des Européens par ce type de collaboration pour moderniser l'image d'une marque patrimoniale qui a un ADN très très fort et qu'on veut préserver. Et dernière question avant qu'on passe au focus. J'ai lu dans un article de nos confrères de LSA que la moyenne d'âge était de 70 ans. C'est toujours le cas? Non, c'est moins de ça. C'est en juin 2023. Non, c'est pour la moyenne d'âge VPC traditionnelle. Aujourd'hui, on a 65 ans. Les nouvelles clientes qui rentrent dans la marque ont 52, 53 ans. Mais comme vous le savez, on est issu historiquement de la vente par correspondance. À côté de la culture innovation que vous avez mentionnée, on a une culture data très très forte. On est des gens qui travaillent les données, on a des équipes de data analystes en interne et on suit la performance de nos magasins, de nos ventes, cliente par cliente, et on peut en effet suivre l'âge de nos clientes. Si je peux encore prendre 2 secondes pour vous raconter une anecdote. La cliente de plus de 75 ans aujourd'hui ne met pas de jeans. Et chaque année, on suit l'évolution de ça. Ça date vraiment de 68, de la Sorbonne, quand les jeans et les mini-jupes sont arrivés. La génération d'avant n'en mettait pas. Et on a vu l'évolution, parce que chaque année, cet âge grandit. Des clientes qui, aujourd'hui, ne mettent pas de jeans, qui ne sont pas sur Internet, elles sont plus sur nos fichiers. Il y a 15 ans, c'était le cas. C'était notre clientèle. C'est plus le cas aujourd'hui. Notre clientèle aujourd'hui, elle est connectée, elle porte des jeans, elle porte des baskets, elle fait de la rando, et elle est résolument dans l'air du temps. La vie commence à 60 ans. La vie commence à 60 ans. Bon, on va vous faire réagir là-dessus, Jean-Christophe Darcheville. Tout de suite, le focus. Et justement, Jean-Christophe, on parlait de data à l'instant. Damar qui fête ses 70 ans. Et c'est vrai que certaines marques semblent traverser le temps, les crises, les révolutions industrielles. Est-ce qu'il existe une recette pour durer, tout simplement ? Oui, déjà en premier lieu, on pourrait se parler du patrimoine qu'ont ces marques. On se parlait de leur nom, on se parlait de leur logo, on se parlait de leur signature, on se parlait bien évidemment de leurs produits. Que serait Nike sans sa fameuse virgule, que serait Coca-Cola sans l'histoire rouge qui l'accompagne, que serait Apple sans forcément, bien évidemment, son fameux iPhone. En fait, en tout cas, tous ces codants, tous ces encodants, tous ces signifiants qui donnent l'impression aux consommateurs que les marques sont là, parmi nous, à nos côtés, depuis des décennies, qu'elles n'ont jamais changé, qu'elles ne se sont jamais renouvelées, presque, quelque part, qu'elles pourraient presque être intemporelles. Et en fait, c'est tout l'inverse. On se rend compte que les marques qui perdurent sont des marques qui, à l'inverse, ont 3 caractéristiques extrêmement importantes, et on l'a vu à l'instant, sont des marques qui sont ultra adaptables. Ce sont des marques qui ont une capacité à se remettre en question en permanence sur ce qu'elles sont et sur ce que sont leurs propres clients. Et ce sont des marques qui, globalement, celles qui ont la capacité à perdurer, on pourrait les qualifier de championnes de la réinvention en permanence. Moi, j'ai l'intime conviction aujourd'hui que les marques qui perdurent sont des marques qui sont profondément ancrées dans leur époque. Elles sont profondément ancrées dans leur époque, non pas pour s'auto-satisfaire, mais elles sont ancrées dans leur époque pour, comprendre les opportunités à saisir, et Damar en est un très bel exemple, et aussi, et surtout, extrêmement ancrées dans leur époque pour anticiper les bouleversements à venir et qu'il ne faut surtout pas louper. Et quelles sont les évolutions auxquelles les marques vont être confrontées dans les prochaines décennies ?
Alors, c'est compliqué d'être exhaustif. Moi, il y a deux grands sujets, deux grands défis en tout cas qu'on pourrait en tout cas amorcer. Le premier, il est la capacité à transformer de manière continuelle le modèle d'achat. Ça fait à peu près maintenant 20 ans que le digital a complètement disrupté le modèle de vente. L'e-commerce, les applis, les DNVB qui sont arrivés, qui ont perturbé, enfin en tout cas tous ces éléments-là ont modifié le parcours et en tout cas l'acte d'achat. Ensuite, depuis 10 ans, on l'a vu et on l'a dit il y a quelques minutes, la data a complètement bouleversé la capacité à prendre des décisions, à suivre, à piloter et à anticiper et même à personnaliser l'acte d'achat. Et depuis maintenant 1 an et demi, on voit l'arrivée de l'IA qui, lui, a une capacité à accélérer ces modèles de transformation. Donc le premier point, je pense profondément que les marques qui doivent perdurer doivent apprendre aujourd'hui à se transformer très rapidement, car c'est devenu la nouvelle donne. Le deuxième point, et on en a parlé, c'est effectivement la RSE, cette capacité à embrasser un comportement ou un combat autour de la RSE. Alors, il y a tout ce que le légal nous impose, et ça, j'ai aucun commentaire là-dessus. C'est en tout cas des actions légales sur lesquelles on doit se caler, et forcément, c'est un coût pour l'entreprise. Mais au-delà de ces éléments-là, je pense que les marques ont besoin de prendre un combat sociétal qui leur ressemble, qui correspond à leur personnalité et qui leur permet aujourd'hui, sur leur propre marché, d'aller rencontrer leurs consommateurs. Pour moi, aujourd'hui, ce sont les deux grands éléments, en tout cas, pour pouvoir amorcer ce combat. Ouais, merci Jean-Christophe. En résumé, donc optimisation du parcours d'achat et RSE, équation gagnante indispensable. On passe à la deuxième partie de cette émission. Alors en première partie, on a parlé de textile qui avait le pouvoir de nous maintenir au chaud, au frais ou de nous éviter les chocs thermiques. Maintenant, on va parler protection de pluie. Lily, dès la création de Flotte en 2020, vous avez décidé de célébrer la pluie. C'est vrai que sans elle, il n'y aurait en effet ni fleurs, ni fruits, ni vie, tout court. Et vous voulez aussi nous rappeler que pendant l'enfance, on aimait bien sauter dans ces flaques d'eau. Alors depuis la création de Flotte, vous avez revalorisé plus de 1,600 millions de bouteilles en plastique pour la fabrication de vos imperméables. On rappelle que 8 millions de tonnes de plastique sont jetées dans l'océan chaque année. C'est cette situation dramatique qui vous a poussé à partir d'un tissu issu de bouteilles plastiques recyclées pour concevoir vos vêtements imperméables ? Oui, exactement. Partant de ce principe et de ce constat que énormément de bouteilles en plastique finissent dans nos océans, on s'est dit comment on peut les revaloriser avant qu'elles arrivent dans nos océans. Et donc c'est à partir de ça qu'on a choisi ce tissu en plastique qui est fabriqué à partir de plastique recyclé, donc certifié Global Recycle Standard, qui nous permet de tracer toute la fabrication de la bouteille en plastique jusqu'aux granules et au tissu. Et donc c'est ça qui nous a donné envie de se dire flotte, c'est quand même un mot qui parle à tout le monde et qui est autour de la pluie et de la joie. Donc du coup, repartir de cette bouteille en plastique, c'est une belle histoire. Et c'est comme ça qu'on a lancé la marque. Alors vous travaillez avec différents pays selon leur savoir-faire. Écosse pour les vêtements en laine, le Portugal pour les t-shirts. La fabrication de votre gamme d'imperméables demande une grande technicité. Ils sont d'ailleurs fabriqués dans le Sichuan en Chine. Le tissu de vos imperméables et vêtements de pluie est recyclable. Il n'y avait aucune usine en Europe capable de faire ça ? Non, malheureusement, dès qu'on s'est lancé, donc on s'est lancé en 2020. Faut savoir que évidemment, on a cherché à faire plus proche parce qu'on est français et c'est beaucoup plus simple pour nous de contacter les personnes où on n'a pas le décalage horaire, qu'on n'a pas la barrière de la langue. Donc on a essayé, effectivement, on n'a pas les capacités. Pas les capacités aussi pour rendre une quantité nécessaire pour pouvoir fabriquer, soit en grande série, soit aussi avec plusieurs couleurs, parce que le choix peut être ultra limité. Et notre but, c'est de faire aimer la pluie. Donc on ne va pas faire des vêtements noirs, gris ou bleu marine. Notre but, c'est vraiment d'impulser beaucoup de couleurs dans nos rues quand il fait hyper gris. Donc c'est vrai qu'on a voulu chercher proche et on n'a pas réussi. Mais ce qu'on a réussi après 2 ans de dur labeur, c'est de faire venir cette machine justement de thermocollage qui nous permet de garantir l'étanchéité des pièces. Et la pièce que je porte d'ailleurs ici aujourd'hui, c'est une pièce made in France. Donc on a vraiment formé une dizaine de couturières à l'utilisation de cette machine pour pouvoir faire cette veste-là, techniquement parlant. Et ça a été compliqué de faire ça. Qu'en est-il du prix ?
Alors là, on est à 250 € prix magasin. Enfin, sur notre site internet, il est vendu à ce prix-là. Ça a été hyper compliqué de le faire parce que chez Flood, notre but, c'est de rendre la mode responsable accessible. Et pour ça, en fait, l'accessibilité, c'est pas juste une question de prix. C'est aussi, ça passe par la désirabilité. Il faut que ça donne envie parce qu'on reste dans la mode. Nous, on part vraiment du postulat qu'il n'y a pas de petits gestes si on est des milliers et des millions à le faire. Donc du coup, comment on peut faire pour que la mode, on arrive à enclencher ça? Eh ben, il faut que ce soit désirable et accessible. Et donc évidemment, à 250 €, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais c'est le minimum qu'il nous a fallu pour pouvoir lancer cette pièce. La production, elle est beaucoup plus chère en France si on compare avec la Chine, transport bateau, plus import inclus? Oui, c'est plus cher, ça c'est sûr, mais c'est pas que ça. C'est aussi tout le système de production à côté. C'est-à-dire qu'une personne, évidemment, elle ne pourra pas sortir autant de pièces que dans des usines où on est des centaines à travailler, des centaines et des milliers de couturières. Le temps de travail, tout ça, la spécificité aussi des vêtements techniques, tout ça, ça fait que, évidemment, en termes de prix et en termes de temps, ça coûte beaucoup plus cher de le sortir ici. Patrick Seguin, pour booster les ventes et sans doute abaisser l'âge de votre clientèle, vous avez aussi développé votre présence sur les marketplaces type Zalando, Amazon, Sarenza. Quels sont les résultats? Est-ce que vous avez trouvé des résultats escomptés? On est très satisfait de ce développement et ça rentre dans la stratégie que nous avons de rendre le produit accessible sur de différents points d'achat, entre la VPC, nos sites web, nos magasins. Et en effet, on est sur 8 marketplaces actuellement, avec une grande réactivité de services également. On est très, très satisfait. Et quelle est la part du chiffre d'affaires que vous réalisez? On va faire aujourd'hui 10 millions de chiffre d'affaires en vente au marketplace. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites aussi des collaborations. Chantal Thomas pour la première en 2016, puis ensuite Ronron, Rouge, encore Christian Lacroix pour n'en citer quelques-uns. Qu'est-ce qu'elles vous apportent, ces collaborations? Deux choses, elle nous apporte un regard extérieur et un partenariat avec des créateurs tels que Flood pourrait l'être, nous apporte un regard extérieur sur notre marque, nous met en situation où on peut voir les choses différemment. Et puis c'est l'association d'une marque patrimoniale historique qui a un vrai ADN puissant d'innovation avec un créateur. Je me rappelle très bien des échanges avec Chantal Thomas il y a quelques années. C'était super riche de l'avoir travaillé dans nos bureaux avec nos modélistes qui travaillent le produit, qui ont une vraie compétence produit et ensemble de créer une nouvelle gamme, ce qu'on a fait également avec Rouge. Nous avons en interne toute la filière de modélisme, de création produit qui permet de travailler avec ces créateurs. C'est très riche. Lily Wu, la marque Flood, elle est présente chez plus de 400 revendeurs multimarques, 5 pop-up stores en France. Et là, vous ouvrez votre première boutique en propre. Comment on se sent à quelques jours de l'ouverture de sa première boutique? Alors, assez stressé. Vraiment, en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment avoir la tête partout. Donc, l'ouverture de cette boutique, le 27 avril 2024, c'est vraiment une étape clé de la marque. On ouvre notre premier flagship, donc il faut penser à tous les détails, il faut penser à l'inauguration, il faut penser aussi à l'expérience client. Qu'est-ce qui va être différé d'une expérience sur Internet? Pourquoi les gens vont se déplacer, vont marcher, sûrement prendre un ticket de métro ou prendre son vélo pour aller dans la boutique? Qu'est-ce qui fait que c'est différent de ce qu'on peut voir sur Internet ou ailleurs? C'est ça aussi qu'on va devoir travailler. C'est vraiment toute l'expérientiel. Ça passe par les travaux qu'on a effectués sur les odeurs qu'on va mettre dans la boutique, le son, la lumière, tout. Et aussi le toucher des vêtements. Donc ça, c'est très stressant. Dernière question avant de passer aux chiffres. Vous avez créé l'an dernier le club des pluviophiles. Ce sont quoi, des personnes qui aiment la pluie? Exactement. En fait, on a une grande communauté de pluviophiles. Donc, c'est toutes les personnes qui aiment la pluie, qui ressentent de la joie et du bonheur les jours de pluie. Et donc, en fait, avec ce club des pluviophiles qu'on a lancé l'année dernière, on partage nos premiers protos. On les envoie, on leur fait tester, on leur demande leur avis sur une couleur, sur un nom, peu importe. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à co-créer des choses qui leur ressemblent et donc, au final, qui ressemblent à toute notre communauté de pluviophiles. Merci. Tout de suite, le chiffre de la semaine. Et cette semaine, Jean-Christophe, ce n'est pas un chiffre, mais 2 chiffres, 89 et 3. De quoi s'agit-il? Oui, alors 89. 89%, c'est la part de consommateurs qui se dit prêt à acheter des produits textiles made in France. Et je trouvais intéressant de le mettre justement en opposition, ou en tout cas au regard d'un deuxième chiffre, qui était 3%. Et 3%, c'est la part que représente le made in France dans le volume total d'achats liés à la catégorie textile. Alors pourquoi ces chiffres?
Justement, parce que par rapport à la discussion qu'on venait d'avoir là, par rapport à plein d'éléments, je trouvais que c'était une dissonance qui était intéressante et qui permettait effectivement de montrer la difficulté, notamment dans le textile et aussi dans d'autres univers tels que le commerce aujourd'hui, entre des intentions de marché et une réalité effectivement consommateur. Et c'est vrai que ces chiffres démontrent bien la tension que traverse le secteur en Exactement. France. Il y a une tension d'un côté, une tension, j'allais dire sociétale, la capacité à pouvoir produire mieux, la volonté, l'envie d'être en local, d'être en éthique, d'être en made in France. Et derrière, une deuxième tension qui cette fois est une tension de marché. Quelle est la capacité que l'on a à proposer un produit qui soit acceptable pour l'entreprise et surtout accepté par le consommateur. Et c'est vrai, comme vous le dites, et comme on l'a entendu dans cette émission, les marques patrimoniales présentes dans le paysage français depuis longtemps, tout comme les jeunes pousses, semblent avoir du mal à pouvoir produire en France. Tous les acteurs qui s'y essaient disent la même chose, c'est compliqué, c'est ce que vous avez dit, Lily. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour remettre la machine en route. Seuls 3% des volumes de textiles habillement vendus dans l'Hexagone sont fabriqués en France. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir animé cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite. Merci.